Il y a des injustices qui déchirent l'âme, des sentences qui enterrent des vies innocentes. Et il y a des moments où le pouvoir se moque des sans-défense, quand la balance de la justice penche du côté de ceux qui ont un nom, de l'influence ou de l'argent, le poids du monde s'effondre sur les épaules des invisibles. Et un matin humide d'été aux alentours de Nanterre, dans les banlieues à l'ouest de Paris, cette vérité s'est révélée comme une lame froide pour des dizaines de personnes qui, sans le savoir, étaient sur le point d'assister à une tragédie soigneusement déguisée en légalité. Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l'air vibrait de pas pressés, de voix bureaucratiques et de sirènes au loin. Des avocats en costume sombre franchissaient les portes avec des dossiers pleins de procès. Des policiers guidaient des accusés menottés avec des mains calleuses et des regards résignés. Dans ce flot d'anonymat et de précipitation, personne n'a remarqué le vieil homme au corps courbé, à la peau marquée par le soleil et aux mains tremblantes, passant lentement par le détecteur de métaux. Omar Ben Saïd, 74 ans, était un nom qui n'apparaissait pas dans les gros titres. Un immigré algérien qui vendait des fruits depuis plus de 20 ans à un coin de rue d'Aubervilliers, et qui ce matin-là portait des vêtements simples, des chaussures usées et les yeux creux de quelqu'un qui n'avait pas dormi une seule seconde. Là-haut dans la galerie, une stagiaire murmura à un collègue. « Pourquoi un vendeur de fruits est-il jugé pour vol aggravé ?» L'avocat commis d'office haussa les épaules, sans quitter des yeux son téléphone. « Ça n'a pas d'importance. C'est le juge Delmas qui préside. La sentence est déjà écrite. Le vigile à côté a entendu. Mais n'a rien dit. Personne ne disait rien. Tout le monde savait que Jean-Marc Delmas, avec ses costumes italiens et son expression de pierre, n'hésitait pas à écraser le faible si cela protégeait ceux qui l'entouraient. Avec 30 ans de magistrature, son historique était un sanctuaire de condamnation rapide et d'yeux fermés pour les puissants. Dans un autre coin de la salle, Julien Delmas, 28 ans, neveu du juge, un jeune entrepreneur connu plus pour ses fêtes et ses contacts que pour son travail, était assis les bras croisés, lunettes de soleil perchées sur les cheveux, comme s'il attendait un cocktail et non un procès. Le sourire contenu au coin des lèvres n'a été remarqué que par une journaliste, qui l'a noté avec un point d'interrogation dans son carnet. Le pouvoir avait déjà choisi un camp. Quand Omar a été conduit dans la salle d'audience, même les jurés semblaient se perturber. Ses mains tremblaient. Sa posture était celle de quelqu'un qui a passé sa vie à porter des caisses d'oranges et d'espoir. Son visage était celui d'un grand-père, d'un voisin respecté, de quelqu'un qui vendait des fruits au coin de la rue et priait doucement avant le lever du soleil. Mais le juge n'a pas vu un homme. Il a vu une gêne, un numéro, un poids dispensable. Le silence s'est installé dès que le juge a ouvert le dossier avec un soupir théâtral. « Monsieur Ben Saïd, » dit-il d'une voix grave et sans hâte, « vous êtes ici accusé d'avoir volé 6 000 € d'un établissement commercial. Le crime a été enregistré par des caméras de sécurité et un témoin oculaire confirme votre présence sur les lieux. » Un murmure parcourut la salle. 6 000 €, 30 ans de vie. Omar fit un pas en avant, les menottes reflétant la lumière jaune du plafond. La voix qui sortit de sa bouche était faible, mais pleine de quelque chose que personne ici ne semblait plus connaître. La vérité. « Votre honneur. Je ne l'ai pas fait. Dieu le sait. » Le son sec du marteau interrompit le moment. « Épargnez-nous les fables. Dieu n'appartient pas à cette salle. » Un silence glacé est tombé sur le public. La journaliste a arrêté d'écrire. Un des jurés a avalé difficilement. Mais c'était trop tard. La sentence était déjà écrite comme tout le monde le savait, comme Omar semblait le savoir depuis l'instant où on l'avait arrêté. Comme si c'était juste une signature de plus, juste un protocole de plus. Et ainsi, comme s'il ne faisait que parapher un papier quelconque, Jean-Marc Delmas a condamné Omar Ben Saïd à 30 ans de réclusion. Un vieux vendeur de fruits, sans antécédents, sans preuves solides, sans défense efficace. 30 ans, une vie effacée. Omar a failli tomber, mais un garde l'a retenu par le bras. Ses yeux se sont remplis de larmes. Les épaules, qui pendant des décennies avaient soutenu des caisses de fruits et des sacs de pommes de terre, ne pouvaient plus soutenir même son propre corps. « Jésus, aide-moi. » La supplication est sortie presque inaudible, mais elle est montée plus haut que le plafond de cette salle, plus haut que le tribunal de justice de Nanterre, plus haut que la portée de n'importe quel juge. Le juge n'a pas entendu. Le procureur ne s'est pas soucié.
Le défenseur public pensait déjà à la pause café. Mais quelqu'un a entendu. Jésus-Christ a entendu. Et quand les tribunaux humains ferment toutes les portes, il en ouvre une et entre, en silence, comme le matin entrant par une fenêtre entr'ouverte. Ce matin-là, étouffant, dans un tribunal indifférent, un vieil innocent a été enterré par un système qui avait oublié la miséricorde. Mais de l'autre côté de la ville, où les cloches d'une église sonnaient discrètement, Jésus se préparait déjà à entrer dans l'histoire. Pas avec un éclair, pas avec un discours, mais avec un regard, et avec la promesse silencieuse qu'il tient toujours, « Je serai avec toi ». À 4h17 du matin, quand la plupart de Paris rêvent encore ou oublient de rêver, Omar Ben Saïd est déjà debout. La bouilloire siffle doucement sur le vieux réchaud à gaz. Le petit studio au numéro 46 de la rue des Fleurs, à Aubervilliers, est silencieux, sauf pour le grincement des planches quand il marche pieds nus jusqu'à l'évier. Il verse de l'eau bouillante sur une cuillère de café soluble et remue lentement, comme quelqu'un qui n'est pas pressé de réveiller son corps. L'air porte une vieille odeur de bois humide, de vêtements rangés, de temps qui ne revient pas. Sur la table de chevet, un seul cadre repose, une photo jaunie où un jeune homme tient la main d'une femme souriante, cheveux couverts par un foulard clair. Maria. C'était son nom. C'était le nom qu'il disait encore chaque matin avant même de parler à Dieu. Avec les lèvres posées sur le verre du cadre, Omar murmure « Bonjour Maria, que Dieu nous protège aujourd'hui ». Et ensuite, encore plus bas, « Jésus, prends soin de moi ». La phrase se répète comme une liturgie murmurée, même les jours où la foi semble s'être évaporée avec la chaleur de l'asphalte. De l'autre côté de la fine paroi, Amina, une jeune mère sénégalaise, allaite déjà son enfant. Elle entend le tintement des tasses et les pas traînants d'Omar. Elle sourit dans le vide. Elle avait déjà dit à une amie « La foi de ce vieux est plus forte que celle de bien des églises. » Omar s'habille comme toujours, chemise à boutons très lavée, pantalon de coton usé, basket usée et la casquette bleue que Maria avait cousue pour lui avant la maladie. Il roule les manches jusqu'aux avant-bras, se lave les mains lentement et plie le torchon comme s'il était encore sous le regard attentif de son épouse. À 5h02, il pousse le chariot en bois sur le trottoir encore humide de rosée. Le ciel se lève lentement, teintant de gris clair les immeubles en béton du quartier. Pas de touristes ici, ni de café instagrammable, juste des chantiers, des files pour le bus, des regards fatigués. Mais même dans la froideur fonctionnelle du matin, Omar se fait remarquer. « Bonjour, monsieur Ben Saïd. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui » crie un balayeur de rue. « Amen, mon frère » répond Omar, avec un sourire discret et un regard de gratitude. Au coin de la rue André Carman, il arrive à la boulangerie de Malik, où il se place toujours. Malik, un grand homme à la voix forte et aux yeux gentils, sort par la porte encore entr'ouverte, un chiffon sur l'épaule. « Vous êtes encore plus matinal que le soleil, Omar. » Le vieux sourit. « Le soleil n'a pas de loyer à payer, Malik. Moi, si. » Il commence à organiser son petit stand. Mangue, mandarines, bananes et pêches. Tout est propre, arrangé avec soin. Les prix sont toujours plus bas que ceux des marchés, non par charité, mais par justice. Omar croit que personne ne devrait payer cher pour manger des fruits. Les enfants l'aiment bien, parce qu'il offre toujours une tranche de pastèque en plus. Les voisins lui font confiance, parce que son oui vaut plus qu'un contrat. Et Malik un jour a dit « Si le monde avait 10 hommes comme toi, Omar, il serait meilleur. Mais il y a une ombre, l'ombre de celui qui compte les pièces pour payer le gaz, de celui qui sent ses genoux flancher en poussant le chariot, de celui qui a déjà rêvé d'une vieillesse aux côtés de quelqu'un et qui maintenant parle à un portrait. » Malgré cela, Omar ne se plaint pas. Il prie seulement. Il prie comme quelqu'un qui croit encore que Dieu entend les oubliés. La matinée se déroule tranquillement. La chaleur monte lentement. Le bruit des bus se mêle à l'odeur des croissants et du diesel. À 8h, Omar a déjà vendu une partie des fruits. Mais à 9h04, quelque chose change. Une BMW noire se gare sur le trottoir avec le ronronnement étouffé de celui qui transporte l'arrogance dans le moteur. Les gens s'écartent instinctivement. De la porte du conducteur sort Julien Delmas, avec des chaussures brillantes et une chemise sans plis. Ses yeux cachés par des lunettes de soleil semblent ne voir personne. Il passe devant Omar comme s'il évitait un sac poubelle. Il entre dans la boulangerie sans dire un mot.
À l'intérieur, il se dirige directement vers une zone d'accès restreint. Les caméras le filment, mais personne ne le saura avant bien plus tard. Omar continue de sourire. Il offre un morceau d'ananas à une petite fille. « Tiens, petite, celui-ci est pour toi. » Elle sourit, et à cet instant, le monde semble encore normal. Mais le normal est sur le point de s'effondrer. À 9h27, un cri éclate de l'intérieur de la boulangerie. « Ils m'ont volé! La caisse est vide !» Malik sort bouleversé, en sueur, pâle. Julien apparaît juste derrière, avec son téléphone en main, filmant avec un excès théâtral. « Je l'ai vu, c'était lui, le vieux là-bas. Il est entré par l'arrière. Il pointe directement Omar. Le sourire disparaît. Les yeux d'Omar ne comprennent pas, il balbutie. « Non, non. J'étais ici depuis l'aube. Je n'ai jamais quitté ma place. Mais personne n'écoute. La panique se répand. Une dame murmure « Pas Omar. Il ne ferait jamais ça. » Un autre plus cynique « Mais si c'est le neveu du juge qui l'a vu ?» La police arrive en quelques minutes. Sirène. Voix. Menottes. Omar est entouré comme s'il était un voleur dangereux. « Contrôlez le sac », dit un policier. Ils ouvrent le vieux sac à dos d'Omar. À l'intérieur, une enveloppe. 6 000 € en billets intacts. Silence. Choc. Soupçon. Mais ce n'est pas à moi. Quelqu'un l'a mis là. Jésus le sait. Mais l'officier ne répond pas. Les menottes serrent. Omar est emmené. En passant par la foule, ses jambes tremblent. La caméra du téléphone de Julien continue de filmer. Le piège se referme. Et ce que personne ne sait, ni Julien, ni le juge Delmas, ni les policiers, ni Malik, c'est que Jésus-Christ voyait tout. Depuis la tranche d'ananas, depuis la prière du matin, depuis la rue des Fleurs. Et quand plus personne n'écoute la vérité, Jésus s'approche du menteur, mais marche aux côtés de l'innocent. Omar ne savait pas, mais son arrestation était déjà le début d'une histoire bien plus grande, une histoire où un homme ordinaire, un vieil homme oublié, serait défendu par quelqu'un qui n'a jamais perdu un procès. À 10h42 du matin, le soleil brûlait déjà l'asphalte d'Aubervilliers, se reflétant sur les pare-brises et transformant la rue en une bande de lumière vacillante. Le chariot de fruits restait abandonné sur le trottoir, les mangues encore organisées en pyramide, comme si elles attendaient que le propriétaire revienne dans quelques minutes. Personne n'avait eu le courage de les toucher. Omar Ben Saïd était sur la banquette arrière de la voiture de police, les menottes froides mordant ses poignets fins. Chaque secousse de la voiture semblait déplacer quelque chose en lui, pas seulement ses os fatigués, mais sa propre compréhension du monde. Par la fenêtre embuée, il voyait sa rue disparaître, la boulangerie de Malik, le coin, l'endroit où toute sa vie avait tenu. « C'est une erreur », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les policiers. Aucun d'eux ne répondit. Au commissariat, l'odeur de café vieux et de papier humide se mêlait à celle de la sueur et de l'impatience. Omar fut conduit à travers des couloirs étroits, des murs beiges tachés par le temps, jusqu'à une salle sans fenêtre. On lui ordonna de s'asseoir. On lui retira sa casquette. On photographia son visage comme s'il était une autre personne. Nom? Omar Ben Saïd. Âge? 74. L'agent leva les yeux un instant. Justin. Puis retourna au formulaire. L'enveloppe avec les 6 000 € était sur la table, ouverte, exhibée comme un trophée. Les billets étaient trop propres, intacts. Omar regardait cela comme si c'était un objet étrange, quelque chose qui n'avait jamais appartenu à son monde. « Expliquez comment cet argent est arrivé dans votre sac. Je ne sais pas. Quelqu'un a dû le mettre. Je n'ai jamais volé. » L'agent soupira, pas avec colère, avec fatigue. Tout le monde dit ça. De l'autre côté de la vitre, Julien Delmas parlait avec un autre policier. Il riait, gesticulait. Il semblait trop à l'aise pour quelqu'un qui venait d'assister à un crime. De temps en temps, il lançait un regard rapide à Omar, un regard qui mélangeait mépris et triomphe, comme quelqu'un qui vérifie si la pièce est toujours à la bonne place sur l'échiquier. Des heures plus tard, Omar fut informé qu'il passerait la nuit en détention. Un avocat commis d'office serait désigné. Le procès se tiendrait en procédure accélérée, étant donné la clarté des preuves. Clarté. Le mot résonnait comme une ironie. Dans la cellule provisoire, assis sur un banc en métal, Omar ferma les yeux. Pour la première fois depuis la mort de Maria,
Il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peur, c'était de l'abandon. « Jésus, murmura-t-il, tu vois ça ?» Il n'y eut pas de réponse. Juste le bourdonnement lointain du commissariat. Une radio jouant doucement, un homme toussant dans une autre salle. Le lendemain, au tribunal judiciaire de Nanterre, tout se passa trop vite. Vite comme une vie effacée d'un geste de la main. L'avocat commis d'office le regarda à peine. Parler d'accord, de réduction de peine, d'éviter le pire. « Mais je suis innocent », répétait Omar, comme un enfant essayant d'apprendre un mot simple à un adulte distrait. Dans la salle d'audience, Julien Delmas a témoigné avec une assurance répétée. Il a décrit trop de détails, des horaires trop précis, des émotions calculées. Le juge Delmas écoutait avec la tête légèrement inclinée, comme quelqu'un qui connaît déjà la chanson. Quand Omar a essayé de parler, il a été interrompu. Le tribunal se base sur les faits, pas sur la foi. La phrase est tombée comme une porte qui se ferme. La sentence est venue sans pause. 30 ans, 30 hivers, 30 printemps qu'il ne verrait jamais. Quand les gardes l'ont emmené, Omar n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il a juste tourné la tête un instant, cherchant quelque chose, quelqu'un qu'il ne savait pas nommer. Ses yeux ont parcouru les rangées, les murs, le plafond haut. Et pendant une seconde, juste une, il a ressenti. Il n'a vu personne. Il n'a entendu aucune voix. Mais il a senti une présence, comme quand quelqu'un s'assoit à côté de vous sans dire un mot, comme quand Maria le regardait cuisiner, comme quand la nuit est encore sombre, mais que le corps sait que le jour viendra. Jésus n'était pas sur le banc des accusés, ni parmi les avocats, ni derrière le juge. Il était plus proche. Alors que le véhicule quittait le tribunal, emmenant Omar à Fleury-Mérogis, Paris continuait son rythme. Les gens déjeunaient, les enfants sortaient de l'école. Les trains arrivaient à l'heure. Le monde ne s'est pas arrêté pour un vieil homme injustement accusé. Mais le ciel n'a pas oublié. Et le mensonge qui avait été lancé ce matin-là, soigneusement avec de l'argent, de l'influence et un silence complice, commençait là même à se fissurer de l'intérieur, parce qu'il y a des mensonges qui semblent solides. Mais ils ne résistent pas au poids de la vérité quand elle décide de marcher. Et Jésus-Christ, silencieux comme toujours, marchait déjà. Prochain chapitre, écrivant plus de 3000 caractères, bien sûr. Voici le chapitre 4, le silence de la cellule, avec plus de 3000 caractères, poursuivant directement la narration et gardant le ton sérieux, contemplatif et spirituel. Chapitre 4, le silence de la cellule. La prison de Fleury-Mérogis est un monstre de béton à la périphérie de l'Île-de-France. Avec ses murs hauts, ses couloirs interminables et ses caméras à chaque coin, elle n'emprisonne pas seulement les corps, elle aspire le temps, l'espoir, le souvenir qu'il existe un monde dehors. Pour beaucoup, Fleury est la fin de la ligne. Pour Omar Ben Saïd, c'était un endroit où l'âme semblait disparaître peu à peu. Il est arrivé au crépuscule. La lumière de l'après-midi se filtrait entre les tours grises, comme si elle hésitait à entrer. Les portes se sont ouvertes avec un grincement bas, presque respectueux, comme si le bâtiment lui-même comprenait la gravité de l'injustice qu'il était sur le point d'engloutir. Non, Omar Ben Saïd. Numéro d'écrou 561-247. Âge 74. On lui a ordonné de se déshabiller. Ils ont fouillé ses affaires. Ils ont déchiré la doublure de la casquette, vérifié la semelle des chaussures. Un garde a trouvé un petit papier plié au fond du sac. C'était la photo de Maria, cachée dans la doublure de la chemise. Ils ne l'ont pas confisquée, peut-être par mépris, peut-être par miséricorde. Omar l'a rangée dans sa poche avec des mains tremblantes. Il a reçu un uniforme beige clair, 2 pièces trop grandes et une couverture fine pliée à la hâte. On lui a donné un petit savon, une brosse sans dentifrice et une bouteille en plastique vide. Aucune explication, aucun mot d'accueil. Tranche 2, étage B. Cellule 214. Le couloir qui menait au bloc ressemblait à un intestin sombre, où des voix lointaines se mêlaient au bruit des portes qui claquaient fort, des cris étouffés, radio des gardiens, coups dans les barreaux, un monde sans silence, mais aussi sans écoute. La cellule 214 semblait plus petite que les autres. À l'intérieur, 3 hommes partageaient l'espace. Le premier, Redouane, était un nerveux maigrelet,
aux yeux enfoncés et aux doigts qui n'arrêtaient jamais de tripoter quelque chose. Le deuxième, Sofiane, jeune, costaud, tatouage sur le cou, visage durci par des couches de violence et d'abandon. Et le troisième, Abdel, plus âgé, barbe blanche courte et yeux fatigués. C'était le seul à lever les yeux et à faire un léger signe de tête quand Omar est entré. « Encore un innocent », murmura Abdel avec un demi-sourire. « Oui », répondit Omar. « Alors tu es à la bonne place. Ici, il n'y a que des saints. » Redouane rit. Sofiane ne regarda même pas. Omar s'assit dans le coin vide. Il étendit sa couverture sur le matelas taché. La mousse s'effritait. L'odeur était de moisie et d'urine sèche. Il se recroquevilla, serrant son propre corps, essayant de devenir plus petit qu'il ne l'était déjà. La nuit, les cris augmentaient. Il y avait des coups sur les murs, des insultes, des appels désespérés pour des avocats, des appels de noms auxquels personne ne répondait, une symphonie d'abandon. Omar ne parlait pas, ne pleurait pas. Il restait allongé, regardant le plafond, le cadre fissuré de la lampe fluorescente, puis les yeux fermés de ses compagnons de cellule. Il attendait que le sommeil vienne, mais il ne venait pas. La troisième nuit, la douleur dans les articulations devint insupportable. Les mains d'Omar, marquées par des décennies d'efforts, peinaient à plier la couverture. Le froid entrait par les fissures du mur. Il étendit le portrait de Maria sur le matelas et l'observa pendant de longues minutes. « Je n'ai pas volé, tu le sais, tu me connais. » La photo ne répondit pas. Aucun mur ne répondit. Et pour la première fois depuis longtemps, Omar douta que Dieu écoute. Le lendemain matin, il se réveilla avec une poussée sèche sur l'épaule. Levé. Distribution. Pain sec et un liquide tiède qu'ils appelaient café. Il mangea en silence. Ses compagnons discutaient de football, riaient de bêtises, se moquaient les uns des autres. C'était comme si la cellule avait sa propre logique, sa propre respiration. Mais Omar ne s'ajustait pas. Il était un engrenage hors du système. Il ne détestait personne, ne criait pas, ne crachait pas. Il s'asseyait simplement, tripotait ses propres mains et, quand personne ne voyait, murmurait des prières en arabe et en français. Dans la chapelle de la prison, il rencontra l'aumônier Bernard, un prêtre au regard serein et à la barbe grisonnante. Les messes étaient courtes, sans liturgie complète, mais il y avait du silence là-bas. Un vrai silence. Un endroit où les mots n'étaient pas jugés. Père Bernard s'approcha après une célébration vide, avec seulement 5 détenus présents. Il s'assit à côté d'Omar sur le banc en bois. « Tu veux confesser quelque chose ?»« Je n'ai rien à confesser. »« Alors pourquoi pleures-tu » Omar hésita, il ne savait pas comment répondre. Il ne pleurait pas par culpabilité, il pleurait par incrédulité. « Parce que je croyais, et maintenant, je ne sais plus. »« Tu croyais en qui ? En Dieu ? En Jésus ? En la justice ? En l'amour ?» Père Bernard ne répondit pas immédiatement. Il posa simplement une main sur l'épaule d'Omar et dit « Comme on plante quelque chose d'invisible, parfois Dieu se cache dans le silence, mais jamais pour toujours. » Cette nuit-là, Omar ne dîna pas. Il resta assis sur son lit, la photo de Maria entre les doigts, les yeux fixés sur la porte fermée. À 3h14 du matin, il est tombé à genoux. Le ciment brûlait sa peau fine, mais il ne bougea pas. Il joignit les mains, ses coudes craquants, et pria comme s'il criait avec son âme « Si tu es là, Jésus, si tu m'as jamais vu, je t'en supplie, viens. » Ces mots se perdirent dans l'air lourd de la cellule. Redouane ronflait. Sofiane murmurait en dormant. Abdel dormait paisiblement. Et Omar, à genoux, pleurait sans bruit, un pleur venant du recoin le plus caché de l'âme. Et puis, quelque chose changea. D'abord, la lumière du couloir clignota, 1, 2 fois. Ensuite, une lueur douce s'échappa sous la porte de la cellule. Pas forte, pas hallucinante, juste, vivante. Omar leva lentement le visage. Il sentit l'air devenir plus léger, plus chaud. Et devant la porte de fer, se tenait un homme. Il portait des vêtements simples, un tissu beige noué à la taille, des sandales usées, des cheveux aux épaules. Mais c'étaient les yeux, ses yeux, qui arrêtèrent le temps. Des yeux comme des rivières anciennes, des yeux comme si l'éternité savait qui vous êtes, des yeux qui pleurent avec vous avant même un mot. « Omar » dit l'homme, d'une voix basse mais pleine d'autorité.
Tu n'es pas oublié. Le vieil homme tomba assis. Ses lèvres tremblaient. Qui êtes-vous? L'homme sourit avec une tendresse infinie. Je serai ton avocat, et tu ne mourras pas ici. Et l'instant d'après, la lumière disparut. Le couloir retourna à l'obscurité. Le silence reprit la cellule. Mais Omar resta là, les yeux ouverts, les mains toujours entrelacées. La poitrine haletait. L'espoir renaissait. Le lendemain matin, quand il se réveilla, Abdel l'observait en silence. Quelque chose a changé dans ton visage. Omar se contenta de sourire. Oui. Tu as rêvé? Non. J'ai été visité. Et pour la première fois, depuis qu'il avait été condamné, il crut qu'il sortirait de là. Parce que le ciel n'oublie pas. Parce que le silence de Dieu n'est pas absence, c'est attente. Et Jésus était déjà en mouvement. Le lendemain de la visite, Fleury-Mérogis se réveilla comme toujours, brutale, bruyante, indifférente. Mais Omar Ben Saïd n'était plus le même homme. Assis au bord du lit, ses yeux avaient une lueur qui n'était ni fièvre ni délire. C'était quelque chose de plus rare, une sorte de paix qui ne venait pas du monde, ni même de la liberté. C'était la paix de celui qui, au milieu de l'obscurité, a entendu qu'il n'était pas seul. « T'es vraiment bizarre ce matin », murmura Redouane, tripotant l'oreiller comme un animal qui sent le changement de temps. Omar ne répondit pas. Il sourit, pour la première fois depuis des mois. Sofiane, toujours indifférent, leva les yeux et commenta avec sarcasme « On dirait qu'il a gagné à la loterie ». Mais Abdel, le plus vieux, resta silencieux. Et ce silence n'était pas de l'indifférence, c'était du respect. À 14h03, quand les détenus étaient emmenés dans la cour, un gardien s'arrêta devant la cellule 214, avec un clipboard à la main. « Ben Saïd, visite d'avocat. Salle 4. » Omar se figea. « Avocat? C'est ce que j'ai dit. Dépêche-toi. » Il suivit le gardien dans les couloirs avec des pas prudents, le cœur battant plus vite que le rythme de ses pieds. Il n'avait pas d'avocat payé. Le défenseur public avait disparu après la condamnation. Il n'attendait personne, aucune visite, aucune aide. Mais quelque chose en lui, quelque chose qui était né la nuit précédente, disait « Vas-y, fais confiance ». La salle 4 était petite, froide, avec une cloison de verre épais et une table étroite au milieu. Il n'y avait pas de bruit là, juste le bourdonnement de la lampe au plafond et le son de son propre cœur. Quand la porte s'est ouverte de l'autre côté, Omar a presque cessé de respirer. Un homme est entré. Pas de mallette, pas d'ordinateur. Juste un portfolio en cuir sombre sous le bras, un costume simple bleu marine, une chemise blanche, des chaussures propres. Il avait une barbe taillée, des cheveux noirs coiffés en arrière, élégant, sans ostentation, jeune, mais pas immature, et les yeux, les mêmes yeux, ceux qu'il avait vus à travers la porte de la cellule. Omar s'est levé instinctivement, comme un homme devant une autorité qu'il ne savait pas nommer. L'étranger, ou plutôt l'attendu, a tendu la main par-dessus la table avec un sourire calme. « Monsieur Ben Saïd, je m'appelle Jessé Nazareth, je suis votre nouvel avocat. » Omar n'a pas touché la main, pas par méfiance, mais par révérence. Ses jambes tremblaient, sa gorge était sèche. « Vous êtes... » Jessé a simplement souri. Un sourire qui n'exigeait pas de foi, juste du silence. Il s'est assis, a ouvert le portfolio, a sorti une feuille blanche, un stylo. « On n'a pas beaucoup de temps, racontez-moi tout, depuis le début. Je veux tout savoir. » Pendant 2 heures, Omar a parlé. Du chariot de fruits, de la boulangerie, du cri, de l'enveloppe, du neveu du juge, de la cellule, de la visite. Jessé n'a pas interrompu, n'a pas douté. Il prenait des notes calmement, d'une écriture ferme, comme quelqu'un qui écrit un évangile intime. Quand Omar a terminé, épuisé et les yeux humides, Jessé a refermé le portfolio et a dit, d'une voix basse, mais absolument certaine, « Ils vous ont piégé. Je vais prouver chaque mensonge. » Omar a murmuré, « Pourquoi vous m'aidez? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. » Jessé s'est levé, a rangé le stylo, l'a regardé dans les yeux comme s'il voyait depuis toujours. Quelqu'un qui aime beaucoup la justice a déjà tout payé. Omar n'a pas pu retenir ses larmes. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Jessé a simplement touché l'épaule du vieil homme avec légèreté. « Tu comprendras plus tard. Pour l'instant, repose-toi, je reviens bientôt. » Et il est parti. La porte s'est refermée derrière lui sans fracas, sans son céleste.
sans effet, juste de la certitude. Omar est resté là pendant plusieurs minutes, seul dans la salle, essayant de respirer, essayant de croire que ce n'était pas de la folie, que cela se passait vraiment. De retour dans la cellule, Abdel a observé quand il est entré. Alors, ce fameux avocat, il est comment? Omar a souri, s'est assis lentement. Il a hésité. Ça laisse la réponse. À quoi? À ma prière. Redouane s'est moqué. Sofiane a soufflé, mais Omar n'avait plus besoin de convaincre personne. Il savait ce qu'il avait vu. Dans les jours suivants, tandis que les prisonniers racontaient des blagues, se disputaient des cigarettes ou discutaient de football, Omar restait silencieux. Son monde était autre, maintenant. Un monde où l'impossible avait cessé d'être une fiction. Chaque fois qu'il sentait la fatigue menacer son espoir, il se répétait « Il a dit qu'il reviendrait » et il recommençait à respirer. Pendant ce temps, quelque part à Paris, Jessé Nazareth commençait à marcher dans les coulisses du système juridique français, discrètement, sans applaudissements, sans interview, mais avec une fermeté qu'on ne pouvait acheter. Il se dirigeait vers les archives, vers les images de la boulangerie, vers les rapports d'expertise, vers les liens entre le juge Delmas et son neveu. Chaque document faux serait démasqué, chaque silence acheté serait déterré. Parce que quand Jésus décide de défendre un innocent, il n'y a pas de mensonge qui reste debout. Il n'envahit pas les tribunaux avec des éclairs, il entre simplement, il s'assoit, regarde dans les yeux de l'injustice et dit avec tendresse et autorité « Ce n'est pas fini. Paris peut être belle, mais elle sait aussi cacher des secrets. Derrière les façades de pierre grise et les cafés aux chaises en osier, il y a des portes fermées où des décisions injustes sont prises avec un sourire poli et des crimes sont effacés d'un coup de signature. Le système, là-bas, ne crie pas, il murmure, et c'est pour ça qu'il est plus difficile de remarquer quand quelqu'un est avalé par lui. Mais Jessé Nazareth ne se laissait pas distraire par les façades. Il n'était pas à Paris pour ses lumières. Il était là pour une seule ombre, Omar Ben Saïd. Depuis l'après-midi où il avait entendu le vieil homme raconter son histoire dans la salle froide de la prison, Jessé s'était déplacé avec le silence et la précision de quelqu'un qui connaît l'âme des coulisses. Et il connaissait. Pas parce qu'il avait étudié dans de grandes écoles, même s'il parlait comme quelqu'un qui avait lu tous les codes, mais parce qu'il portait dans ses yeux quelque chose qui ne s'enseignait pas, une compassion inébranlable et une justice qui ne pouvait être négociée. La première étape fut discrète, l'archivage des cas de Nanterre. Un bâtiment de béton et de verre, mur recouvert de cynisme bureaucratique. La réceptionniste regarda Jessé de haut en bas quand il demanda les documents du dossier Ben Saïd. « Vous êtes de quel cabinet, monsieur ?»« Je travaille seul, mais j'ai l'autorisation de mon client. » Elle hésita. Ce n'était pas courant. Un avocat seul, sans carte de visite, sans stagiaire derrière, sans CV dans les revues spécialisées. Mais il y avait quelque chose dans son attitude. Pas de l'arrogance, mais une autorité tranquille qui la fit ne pas poser de questions. Les archives furent remises dans une salle qui sentait la poussière et la vieille encre. Jessé s'assit, ouvrit une mallette en cuir et commença. Ligne par ligne, heure par heure, témoignage par témoignage. En moins d'une heure, il comprit ce qu'il cherchait. Le mensonge avait laissé des traces. L'enregistrement utilisé lors du procès était une vidéo de sécurité éditée. Le document visuel qui incriminait Omar montrait soi-disant la silhouette d'un homme entrant par l'arrière de la boulangerie avec un sac sombre, mais les ombres au sol étaient inversées. La lumière du soleil venait d'un angle impossible pour l'heure enregistrée. De plus, 3 images vidéo avaient été dupliquées, comme si quelqu'un avait essayé de prolonger artificiellement le mouvement du suspect. Jessé nota tout, calmement, comme quelqu'un qui prépare non pas une accusation, mais une libération. Ensuite, il alla au syndicat des boulangers, où Malik, le propriétaire de la boulangerie, avait été enregistré comme victime. Après des jours d'essai, il réussit à organiser une rencontre. Malik, méfiant, le reçut dans un café près de Porte de la Villette. Ses yeux étaient fatigués, et la culpabilité semblait peser plus que la chaise où il était assis. « Vous êtes qui exactement ?»« L'avocat d'Omar. »« Il est en prison. Je suis désolé, mais il est innocent. Et vous le savez ?» Malik baissa les yeux. «
J'ai vu l'argent dans son sac. Et qui vous a dit de chercher dans ce sac? Julien. Il hésita. Jessé se pencha légèrement, il ne menaçait pas. Il écoutait simplement avec profondeur. C'était plus désarmant que n'importe quelle accusation. Julien Delmas vous a guidé? Malik soupira. Il a dit qu'il avait tout vu. Il m'a fait paniquer. Jessé sortit une clé USB de sa poche. Voici l'enregistrement brut de vos caméras. J'ai demandé une expertise. Il y a des coupures, des modifications, des incohérences. Quelqu'un a falsifié la vérité. Malik déglutit. Il se passa les mains sur les yeux. Et il ne dit plus rien. Mais Jessé savait, cette confession viendrait. Pas ce jour-là, mais elle viendrait. De retour dans son modeste appartement près du canal Saint-Martin, Jessé passa la nuit à rédiger un dossier. Il écrivait comme on prie. Chaque paragraphe était un fil tiré du tissu de l'injustice. Chaque ligne, un souffle de vérité. Il passa des appels. Il obtint un expert indépendant, un ancien contact dans le secteur de la technologie légale, un spécialiste du traçage d'appels. Tous ceux qui acceptèrent d'aider ne le firent pas pour l'argent. Ils le firent parce que, d'une manière ou d'une autre, ils se sentaient poussés. Ce cas est différent, disait-il. Il y a quelque chose de bizarre, mais dans le bon sens. Et en effet, il y avait. En moins de 2 semaines, Jessé avait déjà des preuves de manipulation numérique des images de sécurité. La confirmation que Julien Delmas avait appelé la police avant que le supposé crime ne se produise. Des témoignages d'autres commerçants qui prétendaient avoir été conseillés de ne pas défendre Omar publiquement. Et par-dessus tout, la conviction silencieuse qu'il était suivi, pas par des assistants, pas par un bureau, mais par quelque chose de plus grand. À Fleury-Mérogis, Omar reçut en fin d'après-midi une enveloppe remise par un des gardiens. Il n'y avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille, manuscrite, écriture ferme. La vérité est en marche. Sois patient. JN. Omar tenait le papier comme on tient un reliquaire. Il le pressa contre sa poitrine et pria, pas à voix haute, pas pour convaincre qui que ce soit, juste pour remercier. Abdel, allongé sur le lit du dessus, l'observa en silence. « C'est lui, n'est-ce pas? Celui qui t'a visité. » Omar acquiesça, les yeux brillants. Et il revient, il tient parole. De l'autre côté de la ville, dans un bureau loué pour quelques heures, Jessé Nazareth révisait les derniers documents avant de les remettre à un juge spécial qui avait accepté de rouvrir le dossier Ben Saïd sous condition de preuves extraordinaires. L'assistant administratif hésita en voyant le nom sur la couverture. « Vous êtes de quel cabinet, maître Nazareth? Je ne trouve aucun dossier à ce nom. » Jessé sourit. « C'est normal. Je travaille en silence. » Et il partit. Alors qu'il marchait dans les rues de Paris, à la tombée de la nuit, entre les lumières des réverbères et le froid montant des rails du métro, Jessé passa devant une vieille église sans nom, aux portes ouvertes. Il s'arrêta à l'entrée, regarda l'autel vide, et pendant une seconde, il sourit non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'invisible, comme pour dire « la vérité arrive », et ils ne peuvent pas l'arrêter. L'horloge de la réception du tribunal de grande instance de Paris affichait 08h43. La matinée était nuageuse, comme si la ville elle-même respirait une attente contenue. Sur le trottoir de la rue du Bastion, où les journalistes attendaient avec impatience, caméras allumées et micros cachés derrière des parapluies, une question flottait dans l'air. Qui est Jessé Nazareth? Il n'y avait pas de photo de lui dans les archives de l'Ordre des avocats. Aucune interview, aucune conférence enregistrée, aucun site officiel. Juste un nom, calme, discret, qui, en 3 semaines, avait réussi ce que beaucoup considéraient impossible, la réouverture d'un procès condamné à l'oubli. À l'intérieur du tribunal, salle 304, les bancs étaient presque pleins. Étudiants en droit, activistes, 2 députés de la périphérie nord, voisins d'Omar. Tout le monde avait entendu parler du caso do velho vendedor de fruta et de la figure mystérieuse qui, avec un tas de preuves, était en train de secouer les fondations d'un verdict considéré comme définitif. Au premier rang, Omar Ben Saïd, avec des vêtements propres, un corps affaibli, des yeux marqués par des mois de cellules et d'injustice, mais assis avec une dignité intacte. À côté de lui, le gardien qui l'avait escorté jusqu'ici dit à voix basse « C'est rare,
Un homme comme vous, avec autant de calme, avant une audience comme celle-ci. Omar sourit simplement. Je ne suis pas seul. Et il ne l'était pas. À 09h01, la juge Claire Fontaine entra dans la salle. Connue pour son impartialité et sa froideur méthodique, elle était respectée et redoutée. La salle se leva en silence. Elle s'assit, ajusta ses lunettes, ouvrit le dossier numérique et annonça. Nous sommes ici pour réexaminer la condamnation de M. Omar Ben Saïd, sur demande exceptionnelle et présentation de preuves nouvelles. Les yeux de la juge ne montraient aucune émotion, mais sa voix portait une certaine gravité. Jessé Nazareth, debout, portait un costume gris foncé. Il n'avait ni papier volant, ni ordinateur portable, juste son portfolio en cuir. Il l'ouvrit délicatement, comme on ouvre un reliquaire, et en sortit seulement 4 documents et une clé USB. « Madame la juge, commença-t-il, d'une voix posée, presque douce, je vais démontrer que non seulement les preuves utilisées pour condamner mon client étaient falsifiées, mais que l'accusation elle-même est née d'une mise en scène préméditée. Quelques personnes présentes bougèrent sur leur siège. Il projeta, sur l'écran de la salle, la vidéo de la boulangerie, la même qui avait été utilisée lors du jugement initial, image par image. Mais cette fois, avec les incohérences mises en évidence, ombres au mauvais angle, coupures abruptes, boucles numériques. Voici une preuve de manipulation intentionnelle. Un faux montage. La juge ajusta ses lunettes, fronça les sourcils. Jessé continua. Présenta l'analyse technique, signée par 2 experts indépendants, dont un ancien consultant d'Europol. Puis il sortit la 2e pièce. Le journal des appels d'urgence. Julien Delmas a contacté la police à 9h24. Mais l'agression a été signalée à 9h27. Comment peut-on signaler un crime avant qu'il n'arrive? Silence dans la salle. Jessé s'approcha du banc des témoins, demanda que Malik, le boulanger, soit appelé. Malik entra. Visiblement nerveux, il transpirait. Ses mains tremblaient. Mais quand il regarda Omar, assis au fond de la salle, ses yeux se remplirent de honte. Jessé ne posa pas de questions agressives. Juste une. « Monsieur Malik, avez-vous des doutes aujourd'hui sur la culpabilité de Monsieur Ben Saïd ?» Malik hésita pendant une seconde éternelle. Puis il répondit « Oui, j'ai eu tort. Je pense qu'il est innocent. Je me suis laissé influencer, par peur. » La phrase résonna comme une cloche dans une cathédrale vide. Le procureur tenta de réagir. Il parla d'imprécision de la mémoire, de pression médiatique, de distorsion de la défense. Mais la juge l'interrompit. Et l'identité du témoin principal, le neveu du juge précédent, et cela n'a pas été mentionné lors du premier procès. Jessé secoua la tête. Non, madame, et cela constitue un conflit d'intérêts majeur. Puis vint le moment final. Jessé projeta un audio, obtenu légalement, entre Julien Delmas et un ami proche, enregistré lors d'un appel accidentel. La voix de Julien était claire, riant. C'était trop facile. Ce vieux ne comprenait même pas ce qui se passait. Mon oncle a fait le reste. La juge ferma le dossier. Elle prit une grande inspiration. Toute la salle se tut. Elle fixa Omar pendant de longues secondes. « Monsieur Ben Saïd, cette cour vous présente ses excuses. Vous êtes innocent. Votre condamnation est annulée. Vous êtes libre. » Omar ferma les yeux. Il ne pleura pas. Il ne sourit pas. Il respira simplement profondément, comme quelqu'un qui prend sa première bouffée d'air après un naufrage. 2 jours plus tard, la juge Fontaine demanderait une enquête criminelle contre Julien Delmas pour faux témoignages et fraude et recommanderait l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le juge Jean Delmas. Mais à cet instant, dans la salle 304, ce qui comptait, c'était seulement Omar libre. Jessé lui serra la main en sortant de la salle, discrètement, sans poser pour les caméras. Un journaliste tenta de l'atteindre dans l'escalier extérieur. « Maître Nazareth, une déclaration ?» Jessé sourit simplement. La vérité n'a pas besoin de déclaration. Elle respire toute seule. Il descendit les marches et disparut dans la foule anonyme de la ville. Quelques heures plus tard, déjà dans son ancien quartier d'Aubervilliers, Omar marchait de retour vers la rue des Fleurs. Il passa devant des enfants qui couraient, une dame arrosant des fleurs sur le balcon, un facteur saluant de loin, comme si tout était exactement comme avant. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais lui, il n'était plus le même. Il s'assit sur le vieux banc près du coin.
sortit de sa poche le billet plié de Jessé. Il le lut pour la 100e fois. La justice des hommes échoue, mais la mienne arrive toujours, à l'heure. Et il sut, avec plus de certitude qu'il n'en avait jamais eu. Ce n'était pas un avocat, c'était Jésus. Et il était venu. Le portail de la prison de Fleury-Mérogis s'ouvrit à 10h06 du matin. Il n'y eut ni cérémonie, ni applaudissements, ni discours. Juste un déclic mécanique, un léger grincement métallique, et un vieil homme poussé de retour dans le monde par un garde qui à peine le regarda dans les yeux. Omar Ben Saïd était libre. Il portait un sac transparent avec les seuls biens qui lui restaient. La chemise qu'il portait le jour de son arrestation, une paire de chaussures déformées, la casquette bleue cousue par Maria et son portrait, maintenant encadrée par des plis, de la sueur et des prières, la barbe blanche poussée, la peau marquée par le temps de l'injustice. Mais les yeux avaient survécu. Debout devant le portail, sans savoir où aller, il hésita. Il prit une grande inspiration. L'air extérieur semblait différent, plus léger, plus réel. « Monsieur Ben Saïd !» La voix venait d'une voiture garée à l'ombre d'un arbre solitaire, une berline grise discrète. La porte du conducteur s'ouvrit lentement. Jessé Nazareth en sortit, avec le même costume simple, le même regard calme. Omar resta immobile. Les yeux s'embuèrent avant même les mots. « Vous êtes venu ?» « Je l'avais promis. » Le vieil homme marcha lentement vers lui. Il s'arrêta à un pas. Et puis, avec la force de celui qui reconnaît non seulement un homme, mais une présence, il étreignit Jessé de tout son être. Ce n'était pas une étreinte de gratitude, c'était de la reconnaissance. « C'était vous, n'est-ce pas ?» Depuis le début. Jessé ne répondit pas. Il posa simplement la main sur le dos du vieil homme avec fermeté et délicatesse. « Mon rôle était de te rappeler que tu n'as jamais été oublié. » Ils montèrent dans la voiture. Aucun des deux ne parla pendant quelques minutes. La radio était éteinte. Seul le bruit de la ville autour, klaxons, pas, voix, enveloppait ce petit silence entre deux hommes qui savaient que quelque chose de plus grand les unissait. La route jusqu'à Aubervilliers semblait différente. Omar voyait tout avec les yeux de quelqu'un qui est revenu de la mort. Les façades usées, les affiches sur les poteaux, les jeunes au coin des rues, les femmes poussant des poussettes. Chaque scène était sacrée. Chaque détail, une offrande. Parce qu'il avait failli ne pas revenir pour voir tout ça. « Le quartier a changé ?» demanda Jessé à voix basse. « C'est moi qui ai changé », répondit Omar. Ils arrivèrent à la rue des Fleurs à 11h02, le même escalier en béton avec de la peinture bleue écaillée, la boîte aux lettres avec son nom effacé, la porte métallique fermée depuis des mois. En entrant, la première chose qu'il sentit fut l'odeur du silence. Poussière, temps accumulés. Mais tout était encore là, le vieux tapis, la table de chevet, le cadre avec Maria. Omar toucha la photo comme quelqu'un qui revient à son corps après un long voyage. « Tu vois, Maria ?» J'ai tenu. Et il est venu. Jessé marcha jusqu'à la fenêtre. Il l'ouvrit lentement. La lumière entra, timide. Elle éclaira le visage d'Omar. Puis, il sortit de sa poche une enveloppe marron et la tendit. « Ton propriétaire n'a jamais voulu t'expulser. Il a dit que tu étais un homme digne. Voici les documents de ton bail renouvelé. Et aussi ceci. Dans l'enveloppe, il y avait aussi un chèque, 1000 €, et une lettre manuscrite. Omar, je te demande pardon. J'ai cru un mensonge. Si un jour tu acceptes, j'aimerais m'excuser en face. Malik. » Omar ferma les yeux, serra l'enveloppe contre sa poitrine. Même ceux qui nous trahissent ont droit à la rédemption. Jessé acquiesça, comme s'il savait déjà. Le pardon ouvre les prisons que la justice ne peut pas atteindre. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Jessé observait l'endroit comme si c'était une cathédrale. Il toucha la nappe sale avec révérence. « Tu veux savoir pourquoi je suis venu ? Je sais déjà. »« Non, tu sais qui je suis, mais pas encore pourquoi. » Jessé ouvrit alors un dossier en cuir. Il en sortit un dossier bleu, imprimé sur du papier épais. En haut, en lettres simples, « Projet Espérance, centre juridique gratuit pour les oubliés. » Omar fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Jessé lui poussa les papiers. « C'est un lieu, un endroit où ceux qui n'ont ni argent, ni voix, ni famille peuvent être entendus, défendus, protégés. Mais pourquoi me montrer ça ? Parce que je veux que tu le diriges. » Omar recula, surpris.
Moi, mais je ne suis pas avocat. Je suis vieux. Je suis fatigué. Et c'est exactement pour ça qu'ils auront confiance en toi. Jessé se leva. Il fit quelques pas jusqu'à la porte. Il resta là un instant sans se presser. Tu connais la douleur, tu connais le silence, tu sais ce que c'est d'être oublié. Il se tourna. Il regarda dans les yeux d'Omar une dernière fois. Et maintenant, tu peux être la mémoire de ceux qu'on n'écoute pas. Il ouvrit la porte. La lumière de midi envahit la pièce. Tu comprendras bientôt, mais retiens ceci, tu as été vu, et tu as été choisi. Et il partit, pas avec précipitation, mais avec paix. Omar resta là, immobile dans la cuisine, la main sur les papiers, le cœur battant avec quelque chose de nouveau, quelque chose entre mission et gratitude. Cette nuit-là, en se couchant à nouveau sur son vieux matelas, il ne pleura pas, il ne questionna pas. Il répéta simplement à voix basse « Il était là, et il reviendra ». Et il s'endormit, pour la première fois, sans cauchemar. Le dossier bleu resta sur la table de la cuisine pendant 3 jours. Omar se réveillait, préparait son café comme avant la prison, eau bouillie dans la bouilloire, une cuillère de café instantanée, pas de sucre, et s'asseyait devant le dossier comme devant un autel. Il ne l'ouvrait pas. Il le regardait simplement, comme s'il attendait qu'une réponse vienne de l'objet lui-même. Mais il savait que la réponse n'était pas là. Elle était en lui. Le 4e jour, il l'a ouvert. Les pages étaient écrites clairement, sans termes compliqués, des esquisses architecturales d'un petit immeuble dans le 18e arrondissement, à la frontière entre la fin de la ville et le début de l'invisibilité. Un centre juridique gratuit, 3 salles, un hall d'accueil, une bibliothèque juridique, un petit jardin à l'arrière, pas de marbre, pas d'ostentation. Espérance, centre juridique pour les oubliés. Sur la dernière page, une question manuscrite en écriture élégante, et si la justice commençait par l'écoute? La semaine suivante, Omar a pris le métro de la ligne 7, est descendu à la station Porte de la Chapelle et a marché 2 rues jusqu'à l'adresse indiquée. L'endroit était encore en travaux, des tuiles au sol, odeur de peinture fraîche. Mais quelque chose l'a touché immédiatement. La fenêtre ouverte, laissant entrer le soleil du matin comme une bénédiction. Il a été accueilli par une jeune femme aux traits vietnamiens, nommée Élodie, assistante juridique bénévole. « Le fondateur n'est pas encore arrivé », dit-elle avec un sourire timide. Omar a souri en retour. « Il est déjà venu. Mais peut-être que vous ne l'avez pas reconnu. » Elle a ri sans comprendre. Il a marché jusqu'à la salle principale, c'était simple. Une table en bois clair, 2 chaises et un tableau blanc au mur. Au sol, des cartons avec des documents juridiques, des manuels, des dossiers de cas anciens. Cet après-midi-là, il est resté là jusqu'à ce que le soleil se couche, aidant à balayer, à emballer des papiers, à monter des chaises. Personne ne lui a demandé. Personne ne l'a empêché. On l'a juste laissé rester. À la fin de la journée, Élodie s'est approchée, avec des yeux doux. « Monsieur, pourquoi êtes-vous ici ?» Il a hésité, a regardé autour, puis a répondu « Parce qu'un jour, quelqu'un s'est levé pour moi. Maintenant, c'est à mon tour. 2 mois plus tard, l'Espérance a été inaugurée. Sans discours, sans ruban coupé, sans présence de politiciens. Juste une plaque peinte à la main par des enfants du quartier. Justice, écoute, dignité. » Omar a pris en charge l'accueil, pas comme réceptionniste, mais comme présence. À chaque personne qui entrait, femmes enceintes en conflit avec des propriétaires abusifs, jeunes sans papier, vieux menacés d'expulsion, hommes accusés sans preuve, Omar offrait du thé, du silence et de l'écoute. Il ne donnait pas de conseils juridiques, ne citait pas de loi, mais il regardait. Et écoutait comme quelqu'un qui croit que l'écoute est une sorte de prière. « Je n'ai plus d'espoir, monsieur », a dit un jeune avec les yeux éteints après une déportation mal conduite. « Mais peut-être que l'espérance a encore vous », a répondu Omar, en pointant le nom du centre sur le mur. Les avocats venaient et repartaient, certains fraîchement diplômés, d'autres vétérans. Aucun d'eux ne connaissait personnellement Jessé Nazareth, mais tous avaient quelque chose en commun. Ils se sentaient appelés à travailler là. Un magnétisme inexplicable les attirait, un sentiment que là, plus qu'appliquer la loi, ils touchaient quelque chose de plus profond. L'un d'eux, un jour, a commenté à sa collègue « Tu sais, parfois, dans cet endroit,
On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous, même quand on est seul. Et la collègue a simplement acquiescé. Elle le sentait aussi, principalement pendant les jours les plus difficiles, quand tout semblait perdu, et puis une preuve surgissait, un juge cédait, un miracle discret se produisait. Dans le coin du mur, derrière la réception, il y avait maintenant un cadre avec une feuille jaunie dans un verre simple. Le papier était légèrement usé sur les bords. L'écriture ferme, familier. Tu m'as appelé, et je suis venu. Utilise ce que tu as vécu pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Je serai toujours avec toi. Jésus-Christ. Omar ne laissait personne toucher à ce cadre. Mais de temps en temps, quand quelqu'un entrait en larmes ou désespoir, il conduisait la personne jusqu'à là et disait à voix basse « Moi aussi, j'ai cru que j'étais seul. » Mais je ne l'étais pas. Un après-midi de printemps, une femme sénégalaise, mère de 3 enfants, est arrivée avec des dossiers déchirés et les yeux gonflés. Elle a raconté son histoire entre les sanglots. Elle avait été expulsée illégalement. Le père des enfants avait disparu. Elle avait perdu son emploi. Aucun avocat n'avait voulu prendre l'affaire. Pas de profit. Pas de visibilité. Pensez-vous vraiment que Dieu se soucie encore des gens comme moi? Omar a souri. Le même sourire qu'il donnait aux voisins avant le lever du soleil, vendant des mandarines au coin de la rue. Je suis ici parce qu'il s'est soucié de moi, et je n'étais personne. Elle a pleuré. Mais ce n'était plus des pleurs de désespoir. C'était le début de la guérison. Ce soir-là, quand il a fermé le centre et est resté seul à la réception, Omar s'est assis en silence. Il a observé le portrait sur le mur. Il se sentait fatigué, oui, mais pas de la fatigue d'un fardeau injuste. C'était la fatigue de la mission sacrée. Il a regardé l'horloge et a murmuré « Tu n'as jamais été en retard, pas une seule fois. » Lentement, il a éteint les lumières, une par une. Mais, pendant un instant, la salle est restée éclairée. Pas par des lampes, mais par quelque chose, ou quelqu'un, qui était toujours là. Toujours. Le matin était silencieux à l'Espérance. Tellement silencieux qu'Omar, en ouvrant la porte à 6h48, a senti l'air paraître plus léger, comme si le bâtiment lui-même respirait avec lui. Les couloirs sentaient encore le café de la veille, les livres usagés et le bois humide. Il n'a allumé qu'une seule lumière, celle de la réception. Cette lumière semblait suffisante. Le centre comptait déjà 9 avocats bénévoles fixes et presque 20 visiteurs hebdomadaires. Mais au cœur du bâtiment, il n'y avait aucun d'eux. Il y avait Omar. Assis au petit comptoir en bois, avec sa tasse de café simple, il écrivait des noms dans un cahier qu'il appelait livre de vie. Pas cas, pas client, vie. Et chaque nom était traité comme une flamme fragile. À 7h03, le premier visiteur de la journée est arrivé. Un monsieur haïtien boitant, avec un manteau trop fin pour le froid. Il est entré avec appréhension. Il a regardé autour, méfiant, comme quelqu'un qui a déjà été expulsé de nombreux endroits. Omar s'est levé lentement, a marché jusqu'à lui et a offert une chaise. « Assieds-toi, mon frère, ici personne n'est de trop. » L'homme a pleuré avant même d'expliquer le problème. Omar l'a laissé pleurer. Parfois, les larmes étaient la première forme de justice. Il a placé devant lui un verre d'eau et a simplement dit « On va t'écouter, et on va marcher avec toi. » Et l'homme a parlé, et Omar a écouté, comme toujours. Mais ce même jour, quelque chose d'autre se passait. L'amour, la justice et l'écoute grandissaient à l'intérieur de l'Espérance. Mais à l'extérieur, l'ancienne force qui avait tenté de détruire Omar se désintégrait. Julien Delmas avait été convoqué pour répondre de la fraude. Les avocats essayaient de négocier, de redorer son image, de contourner la presse. Et plus ils essayaient, plus de nouveaux détails émergeaient. Un voisin avait entendu des conversations suspectes. Un policier soupçonnait une manipulation. Un comptable se souvenait d'un dépôt étrange. C'était comme si la vérité avait commencé à marcher toute seule, d'un pas assuré, guidé par des mains invisibles. Le juge Jean Delmas, quant à lui, essayait de comprendre comment tout avait échappé à son contrôle. Des affaires anciennes commençaient à être rouvertes. Des choses qui étaient toujours restées cachées commençaient à se soulever comme de la vieille poussière devant la lumière. C'était doux, c'était inévitable, c'était la justice. Et personne ne pouvait dire exactement d'où venait cette force silencieuse qui animait tout. Cet après-midi-là, à l'Espérance, une jeune Marocaine d'une 20aine d'années est entrée avec 2 petits-enfants. Elle tremblait, ses papiers étaient irréguliers,
Le propriétaire menaçait de la mettre à la rue. Son compagnon l'avait abandonnée. Elle ne savait pas par où commencer sa demande de régularisation. « J'ai honte, dit-elle, baissant le visage. « Non, répondit Omar, lui tenant les mains. La honte appartient aux gens qui font du mal, pas à ceux qui souffrent. » Elle pleura doucement. Les enfants s'endormirent sur le canapé pendant que les avocats travaillaient sur le dossier. Et Omar, comme toujours, se déplaçait entre les tables et les chaises comme une présence chaleureuse. Ni leader ni chef. Juste quelqu'un qui savait ce que c'est d'être oublié. Et parce qu'il savait, il tenait à rappeler à chaque personne qui entrait là que leur vie comptait. À 18h02, quand tout le monde était parti et que le ciel devenait violet au-dessus de Paris, Omar restait à la réception à organiser des papiers. La lumière douce tombait sur son visage. La ville faisait du bruit dehors, mais à l'intérieur, le silence semblait sacré. Il marcha jusqu'au tableau sur le mur, le billet jauni placé derrière le verre. Il le toucha délicatement comme on touche une relique. « Tu m'as appelé. Et je suis venu. Je serai toujours avec toi. Jésus-Christ. » Omar ferma les yeux. « Tu es venu. Et tu viens encore. Chaque jour, je le sens. » Il s'assit dans le fauteuil proche, complètement seul dans le bâtiment. Ou presque. Parce qu'à cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Une paix différente de la paix quotidienne tomba sur la salle. L'air devint plus dense, plus vivant, plus plein. Omar ouvrit les yeux lentement et ne le vit pas, parce que Jésus n'avait pas besoin d'être vu, mais il le sentit, comme dans la cellule, comme au jugement, comme dans la rue où il avait presque désespéré, comme sur le banc de la boulangerie quand il n'y avait rien à espérer. Une présence, douce, certaine, profonde. Elle s'assit à côté de lui pendant quelques secondes, silencieusement, sans rien demander, sans faire de promesses, juste en restant. Le genre de présence qui ne tient pas dans le monde, mais qui tient dans le cœur de ceux qui ont souffert. Omar sourit. Il n'ouvrit pas la bouche. Il ne fit pas de prière. Le silence suffisait. Et dans ce silence, une phrase naquit, non dite avec la bouche, mais avec l'esprit. « Continue. Je suis là. » Puis la présence se dissipa. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle était déjà dans tout. En fermant le centre à la fin de la nuit, Omar éteignit les lumières. 1, 2, 3. La dernière resta allumée quelques secondes seule, comme si elle attendait qu'il sorte en sécurité. Il rit doucement. « Tu joues avec moi. » Et il éteignit la dernière lumière. Il ferma la porte. La rue était froide, les lampadaires allumés. Paris respirait. Et Omar marchait lentement vers la gare avec des pas qui n'avaient le plus d'âge, ni de poids, ni de peur. Parce que maintenant, plus que jamais, il savait, la justice des hommes tarde. La justice de Jésus ne se tait jamais, et elle arrive toujours, toujours. Et tant qu'il y aura un oublié sur terre, il y aura un chemin ouvert dans le ciel.